On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables avec Philippe David, bien entendu, et vos appels, 0 826 300 300. On va vous parler de la réindustrialisation et compétitivité. Deux enjeux majeurs au sortir de la crise sanitaire. L'industrie française a rebondi pour s'approcher de son niveau d'avant-crise début 2022. Le sursaut est cependant plus modéré que la moyenne européenne et les parts de marché à l'export sont en recul. Et pour rappel, le secteur industriel est en déclin en France depuis le milieu des années 70. La part de l'industrie manufacturière dans l'économie française a diminué de moitié, passant de 22,3% à 12,5% du PIB, la moitié de l'Allemagne. Idem en matière d'emploi, puisqu'il y a 50 ans, l'industrie employait 5,7 millions de salariés, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Pourtant, l'industrie française reste le poumon économique de la France, un secteur vital pour plus de 2,5 millions de salariés. L'industrie, c'est 75% des dépenses de recherche et développement et plus de 95% des exportations. La France peut-elle imaginer une réindustrialisation heureuse ? On va en parler. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Et avec nos invités, Bertrand de Visme, directeur commercial des établissements de Visme dans les Hauts-de-France. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Emmanuel Brugère est avec nous. Vous êtes le directeur général de Christelle, un fabricant d'articles culinaires et de cuisson made in France en Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir. 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 Et puis Lionel Bouillon, directeur général et fondateur d'AlgoPaint, la start-up leader français sur le marché de la peinture biosourcée à base d'algues. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur sur Tarn, en Occitanie. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Dumoulin, on va commencer avec vous, parce que vous êtes élu, mais parce qu'il y a 15 ans, vous êtes passé sur tous les médias de France et de Navarre pour défendre une usine. Alors, Villemur-sur-Tarn, c'est 5800 habitants. C'était l'usine Molex. 6300, pardon. Oui, j'étais sur les chiffres de l'époque, excusez-moi. Et vous avez défendu bec et ongle votre usine Molex qui a été rachetée par des fonds américains et qui délocalisait à Košice en Slovaquie. Y avait-il et y a-t-il encore une politique industrielle en France, Jean-Marc Dumoulin ? Écoutez, globalement, quand même, vous l'avez annoncé tout à l'heure en préalable, depuis Giscard d'Estaing, il n'y a pas eu de plan industriel pour la France. C'est bien simple, on a sacrifié tous les pans de notre industrie, qu'ils soient textiles, manufacturières ou autres, au profit d'échanges commerciaux sur lesquels, bien évidemment, on s'est retrouvé perdant, laissant partir un savoir-faire. Je pense que le marché existe encore de la réindustrialisation sur des produits excessivement spécifiques. Le repreneur notamment de Molex, vous vous souvenez, avait démarré avec 4 ou 5 personnes à l'époque. Aujourd'hui, il est sur un marché de niche, de connectique, comme Molex, mais surtout a diversifié son activité sur des produits notamment d'accessoires de camping-car et a recréé sur site quand même 110 emplois. Ah oui, c'est beau. Donc, il y a une possibilité, il y a une aventure effectivement collective que certains entrepreneurs arrivent à mettre en œuvre. Mais bon, moi je pense qu'on a trop perdu, si vous voulez, le petit. On a fait que les gros, et les gros jouent entre eux et se font la guerre. Et les petits perdent, si vous voulez, tout l'attrait qu'on peut amener en plus-value pour les grandes entreprises. Lionel Bouillon, vous êtes directeur général et fondateur d'AlgoPaint. On parle de souveraineté économique, d'industrie locale. Vous, c'est ce que vous avez mis en place et ça fonctionne plutôt très bien. Alors ça a coupé, mais on va le récupérer. Emmanuel Brugère, vous êtes directeur général de Christelle. C'est pareil, c'est très local. Est-ce que c'est ça la nouvelle industrie finalement ? C'est made in France. Alors, l'industrie Made in France a bien évidemment une place à prendre, d'autant plus que depuis à la suite des 2 dernières années qu'on vient de passer de Covid, il y a tout un tas de valeurs qui sont revenues au premier plan, parmi lesquelles le local. Et quand chacun a pris conscience de la fragilité des entreprises au cours du Covid, on s'est rendu compte en fait que nos entreprises sont très fragiles. Et donc chacun a pris conscience que ces choix d'achat conditionne l'avenir de notre industrie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de capacité de compréhension de la valeur de ce qui est fait localement par les consommateurs que ce qui était 2 ans auparavant.
Les communes se plaignent généralement, Bertrand de Visme, directeur commercial des établissements de Visme, les communes se plaignent justement de ce manque d'industrie, forcément, lui manque d'emploi. Est-ce que il faut que les communes s'engagent aussi pour faire revenir des entreprises, en tout cas des industries? Bonsoir. Je suis pas certain que ce soit le périmètre des communes, dans le périmètre des communes de s'occuper de ce genre de choses, personnellement. Nous, ou des départements ou des régions. Voilà. Par contre, effectivement, les Hauts-de-France, pour parler de ma région, est très investi en fait au sein des entreprises, en tout cas industrielles. On est très fort et très présent dans le domaine du ferroviaire, la société de Vim, mais également la région, puisque nous sommes la première région industrielle sur le plan ferroviaire. Et l'ensemble de la région, que ce soit Xavier Bertrand ou Franck Dersin, sont vraiment très présents et nous accompagnent, je dirais, systématiquement sur les salons, dans des actions au sein des clusters tels que e-trans ou l'AIF. Donc c'est quelque chose, ils sont très présents et ils nous aident. On a retrouvé, il me semble, Lionel Bouillon. Lionel Bouillon, vous êtes avec nous ? Tout à fait. Les lignes de téléphone marchent encore, c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que je suis à Paris, hein. Oui, vous êtes à la tête d'une start-up qui fait des peintures à base d'algues. Alors c'est assez révolutionnaire. Est-ce que les pouvoirs publics, on parlait de la politique industrielle de la France, est-ce que les pouvoirs publics vous ont aidé? Est-ce que vous avez senti vraiment une envie pour un nouveau créneau industriel? Est-ce que vous avez senti une envie de vous aider? Que ce soit au niveau régional, national, etc. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous, clairement, l'envie, on la ressent des pouvoirs publics, on sent véritablement l'innovation, le nombre d'incubateurs, d'aides à l'innovation qui sont mis en place. Mais avant de créer la start-up AlgoPaint le 30 juin 2015, j'étais un industriel comme bon nombre d'industriels français. Et à l'époque, pourquoi j'ai créé la start-up? C'est justement parce que j'étais à la tête d'une entreprise qui existait depuis plus de 50 ans dans le monde de la peinture. Et je me sentais un peu bien seul. Donc, et c'est la raison pour laquelle ça m'a motivé justement à travers mon innovation à quitter le monde industriel classique et à m'adosser au monde innovant des startups, alors que à la base je reste un fabricant de peinture, oui, mais avec une approche complètement disruptive sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'aide dans le monde des startups, de l'innovation, et on voit bien quand même que les régions, les départements et les collectivités cherchent à réindustrialiser. Maintenant, ça se fait pas simplement, ça se fait pas facilement. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je pense que la volonté est là et clairement elle est affichée. Donc, Emmanuel Brugère, juste, est-ce qu'il aurait fallu un ministère de l'industrie, de l'énergie, de l'innovation, plutôt que d'être sous l'égide de Bruno Le Maire du ministère de l'économie? Est-ce que ça prouve quand même que quelque part on n'y est pas encore? Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Par contre, je crois fort à l'ancrage territorial local. C'est-à-dire que les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour que l'industrie soit parfaitement insérée dans le territoire, et puis pour que les relations se passent au mieux. Parce que quand on est en plein milieu d'un village, enfin nous on est à l'extrémité d'un village, on fait quand même passer quelques camions dans le village au cours de la journée, dans un sens et dans l'autre. À un moment donné, il faut bien que l'aménagement du village soit prévu aussi au travers de ça. Et je pense qu'il y a des grandes décisions, certes, qui doivent être prises, qui sont indispensables, ce que vous évoquiez sur la souveraineté économique, etc. Il y a aussi une vérité, une réalité quotidienne qui se vit avec nos maires, avec nos présidents de communautés de communes. Et c'est aussi par cet attachement-là qu'on arrivera à insérer au mieux l'industrie dans le tissu économique, dans le territoire au sens large du terme. Jean-Marc Dumoulin, vous êtes maire de Villemur-sur-Tarn, mais rapidement, en 2 minutes, mais conseiller départemental, vous entendez nos 3 patrons, je crois savoir que vous êtes patron aussi. Ouais. Est-ce que le conseil départemental, la région, on entendait la région dans la bouche de Bertrand de Visme, mais ils sont tous à peu près d'accord là-dessus, est-ce que les collectivités locales jouent vraiment le jeu? Le problème, c'est qu'on est très limité, si vous voulez, notamment nous en Occitanie. Il faut que le PCI finance en partie. Alors, c'est quoi le PCI? Le communauté de communes, ah, si oui, vous voulez, hein, c'est ce type de structure. Et en échange de quoi, effectivement, le conseil départemental de Haute-Garonne a délibéré pour de l'aide à de l'immobilier d'entreprise. Parce que la compétence économique n'appartient plus aux mairies et n'appartient plus du tout au département. Ah oui. C'est régions et ces communautés de communes.
D'accord. Et en fonction de ça, et là on est vraiment à part égale, si vous voulez, la région vient abonder, globalement, viendrait théoriquement abonder 3 fois la somme. Le souci, c'est qu'on a fait des énormes régions maintenant, et ces régions, si vous voulez, n'ont plus la pertinence suffisante pour s'intéresser à certains dossiers, ou alors il faut vraiment qu'ils éclatent à la vue. Et là, nous, en Occitanie, on est très embêtés parce que la région est à court aujourd'hui de financement, parce qu'effectivement, elle a supporté plein d'entreprises pendant cette période de Covid. Et aujourd'hui, on est des payeurs très 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 limités en capacité, les EPCI, donc communautés de communes et le département, à la marge de ce qu'il a le droit de faire. En tout cas, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec nos industriels et puis notre maire. Et puis vous voulez commenter ou débattre avec nous. 0826 300 300 vous accueille jusqu'à 20h. Ce sont les VV responsables. Bienvenue à tous. Les VV responsables jusqu'à 20h et les vraies voix qui font bouger la France. En tout cas, l'industrie qui fait bouger la France avec nos entrepreneurs, nos industriels. Avec nous ce soir, Bertrand de Visme, directeur commercial des établissements de Visme dans les Hauts-de-France. Emmanuel Bruger, directeur général de Christelle, fabricant d'articles culinaires et cuisson Made in France en Bourgogne-Franche-Comté. Lionel Bouillon, directeur général et fondateur d'Algopaint, une start-up leader français sur le marché de la peinture biosourcée. Et Jean-Marc Dumoulin est maire de Villemur-sur-Tarn en Occitanie. Justement, Bertrand de Visme, vous produisez un peu tout de la serrurerie pour les maisons, de la serrurerie pour les trains, de la tôlerie, des produits de décoration. On dit souvent que le problème de l'industrie en France, c'est les salaires et les charges sociales. Est-ce que c'est le seul problème? Est-ce que c'est un problème? À quel niveau? Alors, juste vaste question. Vous avez 4 heures, mais il faut laisser pas la parole aux autres. Il faudra en parler à mon directeur administratif et financier. Il a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais moi, ce que je peux surtout vous dire, c'est que le sujet, c'est la réindustrialisation, d'après ce que j'ai compris. Oui. Avant de parler finalement des aides, des conseils régionaux, des problèmes de charges, etc. Moi, je pense qu'il faut parler aussi de l'envie et de la résilience des entrepreneurs, parce qu'en fait, on rencontre depuis, effectivement, vous parlez des années 70. Bon, je suis encore jeune, donc 70, moi, je l'avais pas connu, effectivement, mais il me semble que on a rencontré effectivement le phénomène de la désindustrialisation. On peut pas l'ignorer. Les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont là, mais en tout cas, nous, dans le domaine de l'industrie, de la métallurgie, du travail du métal et de la vente aux grandes entreprises, vous allez certainement l'aborder tout à l'heure, parfois on a été un peu découragé par le comportement en fait des grandes entreprises. C'est pas vraiment le problème des charges, c'est pas vraiment le problème, parce qu'effectivement, un Tunisien va coûter 8 à 10 fois moins cher qu'un Français, effectivement, mais la part main-d'œuvre dans un produit manufacturé n'est pas forcément très importante. On a vraiment une part matière qui est bon. Vous parlerez peut-être également des matières tout à l'heure. Donc moi, je pense qu'il faut aussi qu'on travaille en meute, qu'on travaille avec les grands groupes et qu'on essaye de se serrer plus les coudes. J'étais en Allemagne la semaine dernière pour un salon. On discutait avec Siemens, on discutait avec Alstom. L'approche n'est pas la même. On a des comportements des grands groupes qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de solidarité justement entre les industriels français ? Je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus solidaires, nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, travailler plus en réseau. Et je pense que là, on va gagner, mais pas à se plaindre systématiquement des charges, des problèmes. Voilà, ok, les régions peuvent nous aider, l'État peut nous aider. D'ailleurs, il nous a beaucoup aidé. Bon, après, je suis pas pro Macron spécialement, mais disons que quand même le plan de relance, France Relance, on a quand même bénéficié d'aides très importantes post-Covid qui nous ont permis de continuer à investir, de continuer à avoir envie, en fait. C'est ça l'important, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Lionel Bouillot, sur cette solidarité entre industriels, de se sentir épaulé, une espèce d'émulation, est-ce que vous la sentez aujourd'hui? Est-ce que finalement vous avez l'impression d'être un petit peu seul parmi les autres? C'est vrai que je partage le commentaire qui vient d'être évoqué, savoir aujourd'hui
le fait de pouvoir travailler en coopération avec d'autres acteurs et co-construire des solutions responsables, ça a réellement du sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'esprit français est plutôt très individualiste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Maintenant, c'est vrai que depuis l'effet Covid aussi, on voit quand même que les gens étant tous isolés à gauche à droite, on voit quand même que même au niveau des entreprises, il n'y a jamais eu autant d'incubateurs, quoi. Il n'y a jamais eu autant d'outils de mise en réseau et de mise à disposition de solutions pour justement co-construire des produits ou des offres industrialisées et industrialisables pertinentes. Qu'aujourd'hui, il y en a peut-être trop, mais elles sont moins visibles parce que le nombre tue aussi la visibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi, c'est cette facilité d'accès, savoir à qui s'adresser, parce qu'il existe des offres, mais elles sont des fois difficiles à savoir à quelle porte taper. Et il y a également une deuxième contrainte qui est aujourd'hui européenne aussi, avec toute la normalisation que nous, dans notre univers des peintures, on ressent, qui est de plus en plus forte, de plus en plus insistante et imposée. Et à l'industriel de s'adapter à ces normes-là, sans même qu'on lui ait demandé si elles étaient pertinentes ou pas. Et malgré des syndicats qui nous représentent et qui font bien leur job. Nous, par exemple, la FIPEC représente aujourd'hui le syndicat de tous les fabricants de peinture. Elle fait vraiment très très bien son job. Mais malgré tout, des fois, on voit des normes européennes qui arrivent, qui s'imposent avec des délais très courts. Et ça, c'est complexe. Et très très complexe. Et ça, c'est un frein également à la réindustrialisation. Je ne sais pas qui veut réagir. Dumoulin, moi j'aimerais bien réagir. Allez-y. Allez-y, Jean-Marc. Je pense quand même aussi qu'il y a un facteur qu'on a complètement oublié, parce qu'effectivement, l'envie de construire en France, de fabriquer en France, elle est évidente. Le problème, c'est le sourcing. Le problème, c'est qu'on a tout laissé partir quand même. Et qu'aujourd'hui, avant de rapatrier des pans d'industrie, parce que l'industrie, c'est pas le produit final, c'est le produit, effectivement, qui va être manufacturé de A à Z, en étant extrait de tel endroit et transformé par Pierre, Paul et Jacques. Et l'autre vrai problème qu'on a, c'est que depuis 40 ans, on n'a plus formé de professionnels. Aujourd'hui, il fallait le bac à tout prix et on a cassé les métiers, de formation pratique et technique. On les a dévalorisés. Et aujourd'hui, par exemple, l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure à Villemur n'arrive pas à trouver de qualification, n'arrive pas à trouver de compétences locales. Ils sont obligés d'aller les chercher excessivement loin. Beaucoup de pénuries dans les filières, ça c'est sûr. Évidemment, mais je pense que l'État doit se ressaisir absolument de la formation technique. Et c'est pas dévalorisant que de travailler dans des formations techniques, bien au contraire. Je reviens sur cette mutualisation, de cette cohésion, de trouver des idées. Avec vous, Emmanuel Brugère, en fait, cette petite pépite à Nanquay, en fait, avec lesquelles vous vous êtes pas marié, mais en tout cas vous vous êtes rapproché. Le démonstrateur de récupérateur de chaleur, c'est aussi une manière, peut-être, entre entreprises, de trouver des intérêts communs. Absolument, c'est aussi la richesse du territoire qui fait que les startups vont plutôt s'implanter. Là, en l'occurrence, c'est une startup locale avec une compétence qui est rattachée directement ou indirectement à une université de technologie locale, l'UTBM, et qui a fait émerger cette startup-là à cet endroit-là. Et donc, je reviens à la notion de territoire. Et donc, on a trouvé chez Ananké une solution de récupération de chaleur fatale sur une installation que l'on a mise en service en 2016 et pour laquelle on ne trouvait pas de solution évidente pour nous. Cette start-up nous a apporté la solution et c'est par voie de presse qu'on l'a connue. Je voudrais juste rebondir aussi en poursuite de ce qui vient d'être évoqué. Je pense que au-delà des taxes, au-delà de toutes ces choses-là, moi je suis très heureux de vivre dans un pays dans lequel on a tous ces services, tout ce qui est mis en place. Là où je trouve qu'il y a potentiellement une distorsion, c'est que on est très novateur sur la normalisation, sur la protection du consommateur, de l'environnement, etc. Et ça, c'est juste merveilleux. Mais encore faut-il que les produits qui sont vendus sur notre territoire respectent aussi les mêmes réglementations. Absolument. C'est vrai pour les fruits et légumes, avec des engrais, des pesticides qui sont utilisés à l'extérieur, en dehors de notre pays, qui ne sont pas autorisés chez nous.
Et les producteurs français ne peuvent pas s'aligner. C'est pas possible. Et c'est la même manière dans nos secteurs d'activité, mais j'imagine dans tous les secteurs. Et je pense qu'il y a peut-être un peu plus de contrôle aux frontières aussi qui serait nécessaire pour protéger correctement, c'est-à-dire pour aller jusqu'au bout de la protection du consommateur et de l'utilisateur. C'est aussi à cet endroit-là que ça se tient. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, sur le ministère de l'Industrie qui devrait aller plus loin, c'est aussi à cet endroit-là qu'elle pourrait aller plus loin pour protéger, garder de la souveraineté, protéger nos entreprises et les utilisateurs, les consommateurs. Et c'est ce qui fait aussi le poumon économique de la France, on n'arrête pas de le dire, hein, c'est important, restez avec nous. On va revenir dans un instant sur ces filières, évidemment, ces problèmes de pénurie, ces problèmes d'approvisionnement, ce que la guerre en Ukraine a créé pour les industriels français. Et est-ce qu'il vaut mieux être totalement en autarcie et aller vers cette souveraineté économique? Eh ben, on va voir que oui, dans un instant avec nos invités. Restez avec nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. On n'a pas d'usine à Créteil, aujourd'hui on est aux quatre coins de la France. Hein. Ouais, on est dans les Hauts-de-France, en Occitanie, en Bretagne et en Bourgogne-Franche-Comté. Là on a quadriller le territoire. Oui, absolument, absolument. Est-ce que les filières, on en parlait il y a quelques instants avec Bertrand de Wiesme, justement, avec Jean-Marc Dumoulin, est-ce que Lionel Bouillon, par exemple, directeur général fondateur d'Algopaint, est-ce que les filières, est-ce que vous rencontrez aussi des problèmes de pénurie, de spécialisation, d'expertise est-ce qu'il y a des choses qui pêchent aussi chez vous? Alors sur notre modèle à nous, on est moins impacté que bon nombre d'industriels dans le même secteur d'activité que nous, puisque nous on privilégie une filière courte d'approvisionnement avec des acteurs locaux. Donc comme je dis, les algues à l'usine, il y a moins de 2 heures. Donc par contre, on mesure aujourd'hui un petit peu le contre-coup avec les effets dominos de tous les événements qu'on peut rencontrer aujourd'hui, les événements mondiaux, la guerre en Ukraine perturbe par exemple tout ce qui est huile végétale et de ce fait ça a même des répercussions, alors que nous nos matières premières sont vraiment made in France, ça perturbe tout le marché européen et de ce fait entraîne avec elle des effets collatéraux sur même nos filières. Alors c'est vrai qu'on est moins impacté que d'autres acteurs, on arrive d'où l'intérêt d'être vraiment en filière courte et privilégier des acteurs locaux. Bertrand de Wiesme, Emmanuel Brugère a dit quelque chose de très intéressant, mais vous dites toutes des choses très intéressantes. Il a parlé notamment des impossibilités de produire en France pour des critères environnementaux. Vous qui êtes dans la métallurgie, il y a des choses qu'on peut plus faire en France, sauf à avoir des coûts exponentiels qui rendent le produit invendable, parce qu'il faut tout dépolluer. Par exemple, le chromage, on en fait théoriquement de moins en moins. Est-ce que vous êtes impacté par ça, Bertrand de Wiesme ? En fait, il y a des réglementations effectivement sur les produits. Donc nous, on est suivi. Nos clients nous imposent en fait de respecter la réglementation REACH, qui est en fait effectivement qui réglemente un certain nombre de produits dangereux en fait, et notamment dans les traitements de surface. Vous l'évoquiez, Philippe. Donc là, le chromage, oui, mais ça peut être aussi le zingage. Donc en fait, ça, voilà, les technologies évoluent en fonction des réglementations. Donc c'est vrai que ça complexifie les choses. Mais je dirais qu'on a un réseau de sous-traitants performants qui suivent. Voilà, donc il y a des investissements certes importants pour pouvoir respecter. Donc il y a des changements de traitement de surface. Ensuite, oui, mais vos concurrents chinois, ils peuvent fabriquer en polluant tout ce qu'ils veulent et ils rentrent en Europe comme ils veulent. C'est ce que disait schématiquement Emmanuel Brugère. Oui, effectivement. Mais bon, le client. Moi, je pense que le client n'est pas dupe. Voilà, en tout cas, dans le domaine de l'industrie, quand il décide d'avoir du prix, effectivement, il va l'acheter chinois, il n'y a pas de problème. Voilà, on sait tous, voilà, on a ses concurrents. Moi, je connaissais les concurrents chinois, j'étais petit, j'allais avec mon père dans les salons en Allemagne, il copiait nos serrures avec les mêmes défauts, vous savez. Voilà, donc ça fait bien longtemps que je connais ça. Bon voilà, on est toujours là, nos activités se développent. Effectivement, il ne faut pas ignorer, il y a une concurrence, ça crée une volonté, un dynamisme. Après, effectivement, il faut se battre à armes égales. Donc c'est là, malheureusement, la globalisation. Voilà. Mais encore une fois, il faut que les clients, en tout cas dans le domaine de l'industrie, raisonnent en filière, soutiennent leur réseau de sous-traitants, leur réseau de partenaires. Et je pense qu'en travaillant comme ça, on va s'en sortir. Et on s'en sort.
Oui, Emmanuel Brugère, justement, vous, on parlait de produits, de matériaux. Vous avez choisi un matériau c'est l'inox, l'inox Ultra Steel. C'est important, en plus, parce qu'on demande beaucoup aux industries, on leur demande d'être propres, éthiques aujourd'hui. Donc, c'est encore en matière de développement, en matière de financement, un énorme budget de se dire que finalement, il faut produire français. Alors oui, c'est une volonté. On a fait aussi le choix d'être sur un créneau qui est un créneau haut de gamme sur lequel la valeur ajoutée peut se vendre parce qu'il y a une vraie différence avec les produits de mass market. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. On n'a pas de vocation à remplacer la casserole jetable entre guillemets, c'est-à-dire que on est sur des produits qui sont garantis à vie avec une matière à l'origine que l'on paye. Enfin, juste le prix de la matière avant qu'on l'engage en fabrication, c'est le prix auquel certains de nos confrères vendent le produit fini. Donc, on peut pas se battre et on ne cherche pas à se battre à ce niveau-là. Par contre, on a beaucoup de choses qui nous différencient. Alors, dans le produit, mais aussi de plus en plus dans le service. C'est-à-dire que la qualité, elle se mesure et pour le consommateur, elle est importante dans le produit, mais c'est aussi dans le service qui va derrière. Bien évidemment le service après-vente, mais aussi le conseil à l'utilisation du produit, mais aussi des solutions à trouver quand un transport s'est passé de manière inattendue, etc., etc. Il faut de la réactivité, il faut être au plus proche de ce que chacun demande et ce dont chacun a besoin. Et il faut quasiment faire de l'individualité, c'est-à-dire on ne peut plus vendre un produit à 1000, 10 000, 100 000 personnes de la même manière. Il faut vendre une personne à monsieur et madame un tel, et puis un autre produit à monsieur et madame une telle, etc., etc. Est-ce que l'exigence a augmenté? Est-ce que finalement, on a l'impression que plus ça va, plus le client, au final, est exigeant, il demande de plus en plus de choses? Absolument, on remarque énormément d'exigences et ça se retourne vraiment contre les équipes, c'est-à-dire que des fois il y a des exigences qui dépassent l'entendement et de temps en temps il faut aussi savoir dire mais écoutez vous êtes ok, on entend mais ça on peut pas. Alors faut le dire en toute simplicité et avec beaucoup d'empathie j'ai envie de dire parce qu'il y a des fois des exigences qui n'ont rien à faire à l'endroit où on les retrouve et je trouve que ces 2 dernières années de Covid ont amplifié cette situation. Et à cet endroit-là, ça devient aussi un endroit où il faut savoir protéger les équipes. Parce que les équipes qui ont les gens au téléphone peuvent souffrir d'une telle situation. Et le but, il n'est pas de satisfaire tous les desiderata qui peuvent tomber au risque, au détriment des équipes sur place. Il faut aussi, à un moment donné, trouver une balance et puis être avec les équipes en leur disant ça, on fait tout ce qu'on peut, mais là on peut pas. Et de ce fait, on le dit en toute simplicité. Jean-Marc Dumoulin, dans la zone industrielle qu'il y a dans votre ville où il y avait Molex d'ailleurs, est-ce qu'il y a une typologie différente des entreprises qui arrivent par rapport à celles qui s'étaient créées et qui ont soit fermé, soit qui sont parties? On est monté franchement en valeur ajoutée. Vous avez peut-être des sous-traitants d'aéronautique, comme vous êtes à côté de Toulouse. Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les nouveaux types d'industries? C'est très, 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 très varié. En fait, par contre, il y a beaucoup, comment dirais-je, de gens qui ne fabriquent pas, mais par contre qui achètent, qui revendent avec une valeur ajoutée, bien évidemment, puisqu'ils montent, ils assemblent, ils font des choses comme cela. Mais c'est vrai que mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez, le problème, c'est que il y a une difficulté de sourcing. Il faut le reconnaître. Et après, je voudrais quand même vous préciser quelque chose, parce qu'on parle de réindustrialisation. Il faut savoir que quand même que les mairies, les communautés de communes, les départements, les régions naviguent à vue aujourd'hui. Vous vous souvenez, la taxe professionnelle a été supprimée au profit de la CVAE. Oui. D'ici 2 ans, la CVAE doit sauter. Comment fait-on, nous, pour imaginer un accompagnement d'entreprises pour, comment dirais-je, revitaliser le territoire, pour accompagner les gens qui ont des idées, qui ont des besoins et qui vont faire travailler d'autres gens. Je crois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, si vous voulez, de conscience, de planification, d'objectifs que l'État a occulté pendant des années et des années et des années. Il faut se ressaisir de la formation, il faut se ressaisir de l'approvisionnement et il faut se ressaisir aussi de qui fait quoi et comment, parce que là aujourd'hui tout le monde est perdu et c'est vrai que c'est compliqué pour nous, décideurs locaux, entre guillemets, petits décideurs locaux, d'imaginer quelle stratégie avoir sur un territoire.
Vous parliez des filières, on parlait tout à l'heure forcément du personnel, des équipes. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui pour développer ces filières et pour développer de nouveaux salariés, de faire rentrer des nouveaux salariés, il faut des entreprises éthiques, responsables, pilotes. Et beaucoup décident au sein même de leur entreprise de créer des centres de formation. Mais comme ça se faisait, Madame Domingus, il y a quelques années. Tous les sites industriels qui étaient dans un modèle patriarcal avaient le centre de formation intégré. Et le type qui rentrait comme ouvrier, qui pouvait devenir ouvrier spécialisé, qui pouvait devenir agent de maîtrise, qui pouvait devenir ingénieur, par formation interne. Or, je ne dis pas qu'il faut faire un rétropédalage complet. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement sur site de nos collaborateurs, il est essentiel. Et moi, je le comprends. L'accompagnement, vous voyez, je vais être encore hors jeu, vous allez trouver, mais l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, elle est obligée d'aller chercher. Alors donc, c'est les gens qui font de la plasturgie, du surmoulage en plasturgie. Très éthique, enfin tout va bien, c'est des pros, mais gravement pros. Ils sont obligés d'aller chercher des gens à Besançon. Ça va poser problème à Emmanuel Brugère qui est dans le Doubs, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, Philippe, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait une politique de logement. Et avant, il y avait des logements, si vous voulez, qui étaient réservés par des entreprises ou qui étaient construits par des entreprises pour pouvoir héberger ponctuellement des gens au moins le temps d'un CDI ou d'une période d'essai ou de choses comme ça. Il y a une vraie logique, si vous voulez, qui n'est pas simplement fixée sur l'objectif, mais sur les moyens qu'on doit mettre pour activer. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 35 ans. Il faut travailler sur tous les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour arriver à un objectif donné. Tandis qu'aujourd'hui, on nous demande quel est votre objectif. Très bien. Comment vous y arrivez? On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas suffisant comme démarche. C'est pas vrai parce que si vous n'avez pas l'interlocuteur en face, on peut avoir la meilleure idée du monde. Si on n'a pas la femme ou l'homme qui sait la mettre en œuvre, ça fonctionnera jamais. Revaloriser le travail salarial, revaloriser les collaborateurs et les former. Oui, et remettre justement la valeur travail et l'expertise aussi, puisqu'on a tendance à oublier l'expertise. Restez avec nous. Et remettre l'usine au milieu du village au lieu de l'église, comme c'est un débat sur l'industrie, si vous préférez. C'est pas idiot. Vous savez quoi, on va en parler dans un instant avec nos interlocuteurs. Restez avec nous. Les VV responsables, c'est jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on va revenir sur l'industrie française, chère à nos cœurs, avec Bertrand de Wisme, directeur commercial des établissements de Wisme, avec Emmanuel Brugère, directeur général de Christelle, les fabricants d'articles culinaires et cuissons made in France haut de gamme en Bourgogne, Franche-Comté. Et puis on a perdu Lionel Bouillon parce que vous savez, il y a très peu de trains pour partir à Rennes, donc il a pris le dernier. Et Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn en Occitanie. On va revenir sur le positionnement de l'industrie française, Bertrand de Wisme. Est-ce que le gros problème, Emmanuel Brugère le disait justement, moi sur mes produits inox, je suis en très haut de gamme, les Chinois m'enquiquinent pas et les grands distributeurs non plus. Est-ce que quelque part le problème de l'industrie française, c'est pas d'avoir un peu, vous me passerez l'expression, le derrière entre deux chaises, pas assez de valeur ajoutée par rapport à l'allemande et trop cher par rapport à l'italienne ou l'espagnole? Je parle pas des Indiens ou des Chinois, Non, mais merci Philippe. Non, mais effectivement, après, tout dépend du positionnement. Effectivement, l'entreprise Christelle est une société haut de gamme. Je pense qu'ils réussissent à se positionner. Nous, on est très diversifiés, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, entre les objets de décoration, la serrurerie de bâtiment que vous allez retrouver en grande distribution, les serrures de TGV, effectivement, ou la pièce industrielle vendue dans l'industrie. Effectivement, la pièce industrielle vendue dans l'industrie, on est concurrencé, c'est vrai, par les pays low cost, par nos chers... mais on n'est pas concurrencé par les Chinois, on est concurrencé par les pays européens, on est concurrencé par les Polonais, on est concurrencé par les Tchèques, on est concurrencé par ces pays. Voilà, donc bon, voilà, après ça c'est un autre débat. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années? On a créé une société également en Tunisie. Voilà, et on a réussi à se positionner parce que nos chers grands donneurs d'ordre français nous expliquaient que pour pouvoir continuer à travailler avec eux, il fallait bien que nous faisions de la qualité, nous étions compétitifs par rapport aux Allemands, aux Italiens que vous citiez tout à l'heure, en termes de qualité, mais pas en termes de prix. Donc il a fallu qu'on fasse une compétitivité par le prix à cette époque, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, renversement de situation, on nous demande de relocaliser, on nous demande de repositionner. Donc en fait, je pense que l'industrie, c'est du mouvement,
c'est de la résilience, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense qu'effectivement les Allemands sont plus compétitifs que nous par la technique sur certains produits, mais nous je pense qu'on est plus créatifs. Justement, en matière de mouvement et de résilience, avec vous, Emmanuel Brucker, justement, avec Christelle, ça a été ça finalement, parce qu'à un moment donné, Christelle renaît de ses sens, de ses cendres, pardon, et il faut garder la ligne, c'est-à-dire qu'il faut choisir un positionnement et garder cette ligne, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a toujours tendance à dire peut-être que si on faisait un produit d'appel, voilà, vous avez toujours gardé votre ligne. Absolument, et c'est indispensable d'être, comme je dis, droit dans ses bottes à cet endroit-là, c'est-à-dire d'avoir une stratégie qui est continue et pour laquelle, quand vous tissez un partenariat, le partenaire sait que vous allez tenir cette ligne-là et que vous n'allez pas céder au chant des sirènes et partir sur autre chose dès que vous en aurez l'opportunité. Ça a été difficile, ça a été des moments difficiles, j'imagine. Oui, à certains moments, c'est pas forcément très simple dans certaines situations de garder le cap et de rester encore une fois face à ses convictions. Mais en même temps, là où ça devient simple, c'est quand on va chercher ses valeurs, c'est-à-dire que on a des convictions qui sont des convictions profondes de respect environnemental, sociétal, etc., humaines. Et quand on va chercher ça, on retrouve toujours les ressources, on retrouve toujours l'énergie pour passer les tempêtes, pour passer les moments compliqués. Et donc ça donne une grande résilience. Et il y a autour de nous aussi tout un tissu d'industriels vertueux en France qui sont absolument formidables. Donc serrons-nous les coudes, avançons, et puis avançons non pas pour tuer les autres, mais juste pour la conviction que on a quelque chose à faire ici et maintenant, que c'est une œuvre humaine aussi, que ce n'est pas que juste une histoire d'industrie pour faire avancer du capital ou que sais-je. C'est une aventure humaine et que l'on cherche à faire avancer aussi les gens avec lesquels on fait équipe. Oui, c'est ça. Et sur cette marque employeur, juste un petit mot, justement, on parlait des filières tout à l'heure, des pénuries. La marque employeur aujourd'hui est de plus en plus importante, parce que ça aussi c'est un enjeu pour les nouvelles industries, de donner envie aux salariés de venir, parce qu'avant c'était plutôt vous qui choisissiez. Aujourd'hui c'est les salariés qui choisissent. Et c'est aussi un enjeu supplémentaire, cette marque employeur. Alors c'est à mon sens quelque chose de capital aujourd'hui, sauf que je pense qu'il y a certaines entreprises qui le prennent comme ils ont pris l'environnement, c'est-à-dire c'est un truc supplémentaire qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir continuer à exister. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, c'est plutôt je pense que l'entreprise se transforme, l'entreprise change et ça devient un centre de vie. C'est pas juste un endroit où on vient travailler pour passer 7 heures ou 8 heures dans la journée et puis retourner chez soi le soir. C'est un endroit où on vient vivre, où on vient partager des choses avec des collègues, où on vient aussi chercher des services à titre individuel qui vont nous faciliter la vie, parce que il y a plein de choses, que ce soit les temps de trajet à certains endroits, dans certaines régions ou autres, qui compliquent la vie des gens. Les enfants, faut conduire les enfants pour les faire garder le matin, les récupérer le soir, etc. Il faut qu'on trouve aussi ces services à proximité de l'entreprise. Donc il faut que l'entreprise devienne ce centre de vie et pas qu'un centre de travail. Jean-Marc Dumoulin, je vous entends vouloir réagir. Ouais. Oui, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur. Le problème, mais j'entends. Après, je suis d'accord sur le concept. Effectivement, on est dans un système vertueux et on aimerait que les choses soient belles. Aujourd'hui, on a un changement sociétal et de typologie des gens qui est phénoménal. Aujourd'hui, les personnes choisissent leur boulot. C'est-à-dire que même des gens ultra qualifiés décident d'aller garder des moutons ou décident de faire un métier et décident de faire un métier complètement différent. Donc, ce qui veut dire que le repère, vous voyez ce que je veux dire, le cadrage qu'on avait effectivement dans les gens, dans une entreprise, tu vas devenir cadre, tu vas faire ci, tu vas faire ci. Les gens, globalement, on en a de moins en moins à faire. Ça, c'est aussi l'effet Covid, l'effet de se retrouver face à soi-même en disant qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour vivre et qu'est-ce qui me rendrait heureux. Et je pense que l'épanouissement, il passe par là. Et on a tellement désacralisé les choses, on a tellement dit que finalement l'employeur se gavait sur le dos du salarié, patali patala. J'ai un exemple qui est flagrant. Je parlais tout à l'heure, je vous ai dit il n'y a pas de place pour les petits. Aujourd'hui, c'est une guerre entre les gros. Quand vous avez un artisan aujourd'hui qui sait installer des douches,
S'il veut répondre à un appel d'offres, d'abord, il faut qu'il ait un bac plus 14 pour comprendre ce qu'on va lui dire. Pour remplir des documents, c'est long. Les dossiers Mais sont en même compliqués. temps, vous avez ce qu'on appelle un TCE maintenant. Et comme on a un pays très normé, comme disait monsieur, et très, très, très fonctionnalisé, moins on a de responsabilités à prendre et plus on les laisse prendre aux autres et mieux on se porte. Ce qui fait qu'en fait on est dans des macro-lots. Ce qui fait que le petit artisan qui savait faire des choses, artisan même 10 personnes, 15 personnes, il peut plus répondre. Il peut plus y aller. Et on laisse des gros. Et les gros, effectivement, ils ont une stratégie qui est certainement parfois moins accompagnante que certaines petites PME. Et je pense qu'on est en train de se tromper. Il faut qu'on ait une réflexion globale sur ce qui existe, ce sur quoi souhaitent exercer les gens pour pouvoir relancer quelque chose dans le temps. Mais Jean-Marc Dumoulin, la bonne nouvelle, c'est que les grands étaient des petits avant, donc ils ont bien grandi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup Emmanuel Brugère, directeur général de Christelle. Merci Lionel Bouillon, directeur général d'Algopaint. Et merci Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Et merci Bertrand de Visme, directeur commercial des établissements de Visme. Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. On nous attend derrière. On va chanter maintenant avec... on va chanter. Salut Yvan. Avec salut les amis, ça va? Vous êtes écoutés par des grands industriels français là. C'est vrai, notamment les petits industriels, les grands, on a toutes les tailles d'industriels qui écoutent le Loft Music, c'est super. Vous vous rappelez de cet album Le Monde des Beaux d'Oldelaf dans lequel il y avait notamment la tristitude? Ah, la tristitude. Voilà, vas-y. Ça le poursuit, il est là Oldelaf avec nous. il est là, il vous entend, il est là Oldelaf. Vous savez que vous lui direz que c'est ma chanson, l'une de mes chansons de cœur. Oui, c'est une des chansons préférées de Cécile. Tristitude. Mais t'as failli dire préféré, t'as arrêté, tu vois. Je suis humilié. C'est une de mes chansons. J'aime bien, je l'aime pas mal. Elle est classée 8e. Non, elle n'est pas 8e. Elle est dans mon top 3. Elle est dans le cœur de Cécile. Non, mais je la trouve tellement drôle. Voilà. Merci. En tout cas, Oldelaf est là. Thomas Kahn également. Laura M. Ça va chanter. Ça, dis donc, ça va être bien encore ce soir là. On va faire plein de c'est compliqué. On n'arrive pas à dîner avec vous. Non, on va y arriver. On en parlait. On prend rendez-vous. Non, mais on va y aller. Vous nous rejoignez tout à l'heure. On dit pas où, mais on se rejoint tout à l'heure. Allez, on vous retrouve nous demain matin. Enfin, pas demain matin, mais Benjamin Gless sera avec vous et puis Patrick Roger pour le grand matin. Et nous, on se retrouve à 17h avec Philippe David. À 17h, et vous serez à Montpellier d'ailleurs. En direct de Montpellier, exactement. De Montpellier. On sera chacun de notre côté, mais ça va très bien se passer. Ensemble, quand même. Tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. À demain, salut.